On reprend maintenant la thermo là où on en était, au chapitre précédent. Je fais une réaction fictive, parce que c'est bien gentil de faire avec des réactions existantes, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais tous les cas qui nous intéressent à l'intérieur. D'accord ? Donc je prends une réaction fictive, au moins comme ça, je peux mettre les cas que je veux à l'intérieur, je peux mettre des gaz, je peux mettre des solides, je peux mettre des solvants, je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Okay ? Et puis je n'ai pas besoin de m'occuper de savoir si c'est équilibré ou si ce n'est pas équilibré. Donc j'ai des réactifs, j'ai des produits de la réaction. En lettres minuscules, on a donc les coefficients stoichiométriques, et vous voyez que, conformément à l'habitude, ces coefficients stoichiométriques-là ne sont pas signés. Quand on écrit la réaction chimique, on ne signe pas les réactifs, on les met en valeur absolue. Pourquoi? J'en sais rien. Pour ce que j'en ai lu actuellement, c'est juste parce que c'est plus joli. D'accord? Comme c'est plus joli, on ne les signe pas, on ne met pas des moins dans la réaction telle qu'on l'écrit ici. C'est comme ça, c'est une convention. OK ? Si je prends au départ des quantités fictives de chacun de ces composés, c'est des nombres de moles ici, d'accord ? Mais encore une fois, on pourra avoir des moles par litre, si le volume ne change pas, ça ne change absolument rien à tout ce que je vais dire après. Et que je considère un temps infinitésimal après l'état qui est mon état initial. Donc, il s'est écoulé quasiment rien comme temps entre les deux. Ceci étant dit, même s'il s'est écoulé quasiment rien, par rapport à ce qu'on a vu sur l'avancement et le calcul des concentrations, une fois qu'on connaît l'avancement, ce que je viens d'afficher ici ne doit pas vous choquer. Je peux calculer la concentration maintenant, donc un petit temps après l'état initial, en fonction du coefficient stoichiométrique et de l'avancement de la réaction. D'accord ? Donc on aura des moins B et des moins C ici, puisque B et C n'étaient pas signés au départ. Mais le moins, c'est juste le signe, c'est normal. D'accord ? Ce sont des réactifs, c'est négatif. D et E, enfin E et F, pardon, ont des signes positifs, c'est tout à fait normal, ce sont des produits. Oui, j'y reviens, parce que c'était ça qui m'intéressait au départ. D'accord ? J'ai juste fait une parenthèse sur cette idée d'avancement et de coefficient stoichiométrique signé. Je peux calculer la quantité d'énergie de Gibbs dans mon système au temps T. C'est la somme des potentiels chimiques de chacune des espèces multiplié par le nombre de moles de chaque espèce. D'accord ? C'était la définition. J'ai un mélange, j'additionne les potentiels chimiques de chaque espèce. Ça, c'est l'état initial. Maintenant, dans mon état, on va dire final, en tout cas d'avancement, juste un peu plus tard, j'ai fondamentalement la même chose, d'accord ? Simplement, je dois introduire le fait que pour chaque composé, j'en ai un peu plus ou un peu moins. C'est le nui fois l'avancement, zeta, ici. D'accord ? Le drôle de zigouillis qui se trouve dedans. C'est la même formule, simplement je tiens compte du fait que ça a un peu évolué. Si je fais la différence entre les deux, et j'ai le droit de faire la différence entre les deux, vu que je considère un temps infinitésimal, j'ai le droit de noter que c'est une quantité infinitésimale aussi que je viens de calculer. Rien de nouveau, c'est normal. D'accord ? Je fais la différence entre les deux. Je vais faire apparaître les quantités qui étaient déjà écrites sur la diapo précédente. Vous aurez peut-être besoin de revérifier ce qui se trouve sur la diapo précédente. Mais j'ai juste réécrit ce qui était sur la diapo précédente. Vous voyez ici que le terme NI, NUI, se trouve dans les deux sommes. Il y a un moins entre les deux. Donc il va disparaître. Et je ne vais conserver, en fin de compte, que la partie concernant l'avancement de la réaction. Mais c'est la somme de ces avancements multipliée par le coefficient stoichiométrique, donc ça représente uniquement la quantité de produit
qui a été créé ou consommé pendant le temps d'été. D'accord ? Et dans les faits, c'est la seule chose qui m'intéresse, puisqu'il n'y a que ça qui a varié, en fin de compte, pendant ce temps-là. Il y a des petites quantités de matière qui sont apparues ou qui ont disparu selon que c'est un produit ou un réactif. La variation, donc, d'énergie libre ne dépend que de ces petites variations de matière, que de ces petites quantités, qui se résument par l'avancement de la réaction, somme des NUI, MUI. NUI, c'est les coefficients stoichiométriques signés, MUI, ce sont les potentiels chimiques de chaque espèce. Bon, parce que là, on ne voit pas où on va. Oui, mais les NUI, j'ai passé un quart d'heure tout à l'heure à expliquer que c'était quelque chose qui dépend, ça va arriver, de delta G. De delta G qui dépend des concentrations, des fractions molaires, des pressions partielles. Vous voyez que là, j'ai fait une petite opération pour diviser ce que j'obtiens par l'avancement de la réaction. Ça, mais je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, on l'appelle l'affinité chimique, mais ce n'est pas bien grave, d'accord ? C'est juste pour faire disparaître l'avancement de la réaction. Je le fais disparaître, je le glisse sous le tapis, je l'ai mis de l'autre côté, et je dis, ce que j'obtiens là, je vais le noter. C'est une nouvelle notation. Delta G, c'est donc une variation d'enthalpie de Gibbs. Le petit r veut dire de réaction, le petit m veut dire molaire. J'ai divisé par un nombre de molaires. L'avancement de la réaction, il est en mol. Donc, c'est molaire. Donc, le nom complet du truc qui est surligné en jaune, c'est la variation d'énergie de Gibbs de réaction molaire. C'est son nom complet. Et on appelle ça l'affinité chimique. Bon, on est arrivé là? Non, pas encore. On continue. Puisque les NUI qui sont là-dedans, on a vu ensemble, peuvent tous s'écrire dans le cas des solutions réelles, des mélanges réels, sous la forme de un G, 0, c'est-à-dire un G de référence, un truc qu'on est capable de calculer, plus RT fois l'activité de l'espèce, ce que j'ai écrit au-dessus, donc mon affinité chimique, ça peut s'écrire sous la forme de ce que j'ai ici. Donc une somme de G de référence, point, ça fera un total simplement une certaine quantité, plus la somme des NUI, vous le voyez, RT log des activités. Une somme de log. Vous devriez normalement savoir que log de A plus log de B, ça fait log de A fois B. D'accord ? Donc la somme que j'ai ici, dans les faits, c'est aussi un produit. Ça peut être transformé en produit. J'espère que vous savez également que log de A moins B, c'est log de A sur B. D'accord ? Donc s'il y a des moins, ce n'est pas grave, ça veut simplement dire que dans le produit, ça se retrouvera en dessous. C'est tout. On continue. Dans mon cas général, je le reprends, parce que c'était de ça dont j'étais parti. Ce truc-là, on ne va pas s'embêter, on va juste faire la somme, on additionne, on trouve le truc total. Point. La plupart du temps, on trouvera ça, cette valeur-là, elle a déjà été calculée, elle est dans un bouquin. D'accord ? Vous voyez que c'est juste la somme des valeurs de formation. Donc on trouve ça dans un bouquin, on trouve ça, ces valeurs-là, dans des bouquins.
pas de problème. Je n'ai pas besoin de les trouver ailleurs, je les additionne, c'est dans les bouquins. Et pour se simplifier la vie, on va appeler ça l'enthalpie libre de réaction de référence, enfin molaire de référence. Ok, c'est pas la peine de retenir le terme, on s'en fiche. D'accord? Et à partir de maintenant, je le mets dedans, ça simplifie l'écriture. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. C'est pour ça que je vais vite sur ça. Hein. Ce n'est pas la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est celle avec les logs qui se trouvent derrière. Bon, déjà, le RT, on peut le mettre devant en facteur. C'est normal, c'est une propriété des maths, ça, vous savez. Donc le facteur RT, je le mets devant. J'ai donc maintenant, dans ce terme-là, une somme de log des activités. Vous voyez que les activités, pourquoi elles sont à une puissance nuit d'un seul coup? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais nuit RT log de AI, et d'un seul coup, en sortant le RT, j'ai en même temps log de AI puissance nuit, le coefficient stoichiométrique. Oui, c'est une autre propriété des logarithmes que vous êtes supposé connaître. A log de B, c'est log de B puissance A. Donc le nuit qui était devant, on l'a rentré dans le log en le mettant en puissance. Voilà. OK? Ces trois propriétés que j'ai citées des logs, log de A plus B donne log de A fois B, log de A moins B, c'est égal à log de A sur B, et A log de B, c'est log de B puissance A, vous devez les connaître, et vous devez savoir les utiliser. D'accord? Et c'est ce que je viens de faire ici. Donc il n'y a pas de magie ici, le nuit qui était devant le log, on l'a rentré à l'intérieur. Si je regarde ce que j'ai par rapport à la réaction que j'ai au-dessus, cette somme des logs de A nu I, ben, c'est une somme, donc ce sera log de l'activité du composé E puissance E, log de l'activité du composé F puissance F, log du composé B. Pourquoi il y a moins B ici? Parce qu'ils n'étaient pas signés, hein, vous vous rappelez, c'est les coefficients signés, donc il faut bien qu'il y ait un moins ici qui apparaisse, plus log de l'activité du composé C, puissance moins C. Donc les puissances, ce sont les coefficients stoichiométriques, et ils sont signés. Et puisque log de A plus log de B, c'est log de A fois B, j'ai le droit d'écrire que la somme que j'avais au-dessus, c'est ça. Pourquoi il y a des trucs qui sont descendus maintenant? Ben, vous avez vu que tout ce qui était signé négativement est passé en dessous. Oui, parce que log de A puissance moins 1, c'est la même chose que log de 1 sur A, tout simplement. Mais ça, vous le savez déjà. D'accord? Vous le savez que A puissance moins 1, c'est 1 sur A. Donc, encore une fois, il n'y a pas de magie. C'est des choses que vous savez. Eh bien, le terme qui se trouve là derrière, on l'appelle le quotient des activités. Quotient parce que vous voyez bien que c'est un quotient, d'accord? C'est une division, il y a des trucs au-dessus, il y a des trucs en dessous. Et puis quotient des activités parce que dedans, il n'y a que des activités. Et tout ce que j'ai fait dans ce cours sur la thermodynamique, je ne l'ai fait que pour arriver à ce point-là. C'est ça le truc, le seul truc et le truc le plus important qu'il y a dans les 3 heures de cours à peu près que nous venons de faire sur le sujet. Waouh! Ça fait beaucoup de choses juste pour ça. Oui, ça fait beaucoup de choses juste pour ça. Mais, d'expérience, je sais que si je vous balance ça en 3 minutes, en vous disant le quotient des activités, c'est ça, et en vous disant ben, une activité, c'est
Ah, c'est une pression partielle de temps en temps, puis de temps en temps, c'est une fraction molaire, et puis de temps en temps, c'est une concentration, d'accord? J'ai 0% de compréhension. Zéro, hein? Pas il y en a 3 ou 4 qui comprennent, il n'y en a aucun qui comprend. Pas que là, vous êtes en train tous de comprendre, mais en tout cas, il y a un truc que vous avez au moins compris. On n'est pas arrivé là en claquant des doigts et en sortant une formule d'un chapeau dont on ne sait pas d'où elle vient. Cette formule-là, c'est juste une suite entièrement logique que l'on a conduit depuis la définition de ce qu'est l'entropie jusqu'à ce point ici. Ce que l'on a là, donc ce coefficient des activités, c'est juste une manière, un outil que l'on peut utiliser et que l'on va utiliser pour finalement calculer la variation d'entropie lorsque l'on a une réaction, et plus précisément un équilibre chimique. Mais si je n'ai pas fait tout le reste, la phrase que je viens de prononcer, elle n'a juste aucun sens. Et ce qui est important donc à retenir, c'est que je suis passé par plein d'étapes qui impliquent plein de contraintes. Et toutes ces contraintes qui vont maintenant, que je vais rappeler ici, on va devoir les respecter, ne pas s'asseoir dessus. Se rappeler que les coefficients stoichiométriques, les AEF qui sont là-dedans, ils sont signés, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont en haut, des trucs qui sont en bas. Que, quand on a fait le calcul, au départ en tout cas, on a fait une hypothèse, on est à température constante. Que ces activités, elles sont définies par rapport à l'état de chacun des composés qui se trouvent à l'intérieur de mon système. Que si c'est un gaz, je n'ai pas les mêmes règles à appliquer que si c'est le solvant ou que si c'est le soluté. D'accord? Et ça vient juste, et vous pouvez le retrouver, de la suite logique que j'ai menée du début jusqu'à la fin. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a des trucs dans ce que j'ai dit aussi qu'on réutilisera, d'accord? Ce que c'est que l'entropie à proprement parler, comment on peut la calculer si on change la température, tout ça, ça reste valide, bien entendu. Mais mon objectif premier, c'était d'arriver là. Mais bien sûr, sur le chemin, on a vu comment on calcule une variation d'entropie quand la température change ou quand l'état physique change. Donc ça, on l'a vu ensemble, vous pouvez le faire également. Vous allez avoir quelques exercices là-dessus, vous allez avoir des contrôles et des exercices également avec le tutorat sur ces sujets-là. D'accord ? Mais qui n'était pas mon objectif premier. Simplement, comme on est passé dessus, on l'a vu, donc on le réutilisera bien entendu également. Donc maintenant que j'ai ceci, oui, quotient des activités, hein, je l'ai rajouté à la main parce que j'avais oublié de le rajouter avant, donc c'est ce terme-là. Ce quotient des activités, qu'on va donc retrouver dans la formule globale, que l'on peut calculer. Hein. Vous avez tous les éléments pour calculer cette valeur-là. D'accord ? Et comme vous avez tous les éléments pour calculer cette valeur-là, le delta RG0M, on peut le calculer. Le RT log des activités, on peut le calculer. Donc on peut calculer le delta RGM. C'est une énergie libre. Et dans le précédent cours, on a vu ensemble que si cette valeur-là est négative, la réaction est spontanée. Si cette valeur-là est positive, la réaction n'est pas spontanée. Sous-entendu, elle va se dérouler dans l'autre sens, hein. Pas dans le sens de lecture, dans le sens inverse du sens de lecture conventionnel. Et si cette valeur-là est égale à 0, c'est qu'on est à l'équilibre. Ces règles-là qui avaient été énoncées plus tôt, elles restent bien entendu valides. Donc la formule qu'on a sous les yeux ici est un outil qui permet de déterminer si une réaction va évoluer dans un sens, dans l'autre
ou rester sur place. Et vous avez tous les outils pour calculer cette valeur-là. C'est un petit rappel, histoire que les choses sont claires, et ça permet d'expliquer pourquoi on appelle ça les conditions de référence. Les conditions de référence, c'est quand les activités sont égales à 1, et quand la pression, est égale à 1 bar également, si les pressions sont impliquées. Et vous regardez bien, si vous regardez juste ce qui se trouve au-dessus, si toutes les activités sont égales à 1, ça veut dire que le terme qui est dans le log est égal à 1, et log de 1, c'est égal à 0. Ce terme-là disparaît si on est dans les conditions de référence. Ce qui explique pourquoi on a mis un petit 0 à côté du terme là, delta RG0M. Le petit 0 signifie, c'est une convention d'écriture dans les conditions de référence. Voilà. Donc, prenez l'habitude de repérer ces petits zéros qui ne veulent pas dire degré, qui veulent dire conditions de référence. Et c'est comme ça qu'on doit les lire, d'accord ? Dans les conditions de référence.